Comment ça va, Montréal? Faites du bruit! Merci infiniment d'être là. Merci, Chuck le Duc Thompson. Merci à toi. Ben oui, non, c'est le fun, c'est excitant. Laurent Paquin. Hello! Ben oui. Guillaume Dulude. Ben oui, Comment ça va? ça va très bien. Toi? Ça va super bien. Oui, super content d'être là. Oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait du voilier, Oh, comme la semaine passée. comme la semaine passée. J'ai fait un petit peu de voilier. Ouais. On a enregistré de quoi avant, là, fait que une c'est grosse ça. journée. Grosse journée. Mais quand même, c'est sportif. Hein? Y a-tu des gens qui ont déjà fait de la voile ici? Et parfait! 800 personnes, super. Tu paintball? Paint- Ça aurait été drôle que tout le monde applaudisse, genre, yeah, ok. Non, c'est quand même assez physique. C'est quand faut, Ben, faut, c'est- faut, faut que tu craignes tes affaires. Là. Puis je débute, hein, je suis vraiment poche. Ah oui? Comme j'ai failli manger l'espèce de Ah, bon. Là, ben, parce la poudre de 200 ouais, c'est livres. ça, là, là, ok. comme, non, le coach est comme non, pas par là, pas par là. Ça passe de même, tu sais, dans les films, là, que ils abattent le méchant. Ah, c'est ça, là, j'ai failli. Guillaume, à pas être chaque là. semaine, il y a une anecdote où il passe à ça de la mort. À Ben, chaque j'essaie, fois, je puis fais- il je fais dit. mon possible. C'est vrai, t'as hâte de mourir, comme tu disais dans un podcast. J'ai jamais dit que j'avais Non, hâte de mourir. t'as pas dit que t'as hâte. Non, c'est pas vrai. Mais Hey. qu'est-ce que t'as dit? Hey, T'as dit que t'avais. J'ai dit que j'étais intéressé de voir ce qu'il y a de l'autre bord. J'ai Ben, pas dit que j'ai hâte. Non, Ok. attends un petit peu, là. On va Correct. se parler quand le jour va venir. Ok, t'es pas suicidaire, c'est pas ça que je voulais dire. Non, là. c'est ça. Hey, bienvenue! Hey! C'est la première soirée où on fait. Ben, c'est la première fois où on fait un live. Non, c'est pas vrai, on a eu François Pérusse avant. C'est la Ouais. deuxième fois qu'on fait un live de Répète pas ça. Et applaudissez-vous, donnez-vous une bonne main d'applaudissements. Merci Ben ouais. d'être là. Oui, Et gardez vos applaudissements. On le présente tout de suite, notre invité. absolument. Alors, on accueille, mesdames et messieurs, Laurent Paquin! Yeah! Merci d'être là, salut! Ah, il n'y a pas de trouble. Bienvenue, Laurent. Ça, c'est à toi. Merci. Bonsoir. Hey! On est content Est-ce de te que ça rencontrer. roule? Oh, ça roule, merci. Yes, ça On roule. a Je sais pas reçu son un you. Je sais être certain. C'est Hey. important. Comment ça va, les boys? Ben, Parlons de fou. ça va bien. Ça va bien, mais tu sais que ça va revirer de ce bord-là dans Ouais, pas je le longtemps. hein? sais, je le sais, je le connais. Non, super content de te rencontrer. Moi, je te connais pas du tout, mais Non. toi, évidemment, hein, on connaît la formule. Moi, je pars tout le temps en retard dans vos relations Exactement. humoristiques. Là. Fait que, C'est ça, je fais rencontrer Guillaume, un humoriste qui connaît Ok. plus ou moins, et on va à la rencontre de la personne. Bien évidemment, on te connaît par rapport à ton œuvre, que tu as, l'ensemble de ça, mais savoir qui est Laurent dans la vie et qu'est-ce qui a amené Laurent à faire ça dans la vie. C'est un peu ça. Est-ce que tu connais un peu notre podcast? Oui, j'en ai écouté quelques-uns. Ok. J'ai écouté avec Fallu. Quel autre j'ai écouté? En tout cas, celui avec Fallu déjà. tu as pris un repos après. Voilà. Tu as fait en prendre un break. Oui, c'est Fait que le but, c'est- c'est ça. c'est très chargé, c'est très lourd. Hein? Fait qu'après ça, ça prend un moment pour digérer toute l'information. C'est Oui. ça qui arrive. Dis-moi, est-ce que tu as de la facilité à parler de toi? Dirais-tu ça? Ça dépend dans quel contexte. Je me suis rendu compte à un moment donné que sur scène, je parlais presque pas de moi parce que j'avais le feeling que c'était pas intéressant. Fait que je pense que dans la vie, je dois être un peu comme ça. C'est dur de parler de soi quand t'as pas le feeling que c'est si intéressant que ça. Ben, c'est un commentaire qu'on a eu beaucoup. Là, tu sais, les Beaucoup, artistes ouais. commencent à parler et sont comme hey, break, là, c'est plate en crise là, depuis une demi-heure, je parle de moi. Ouais. C'est comme. Mais c'est vrai, puis j'ai l'impression que tout le monde est un peu comme ça. J'ai l'impression que quelqu'un qui dirait Hey, je vais vous parler de moi parce que c'est super intéressant, on l'aimerait pas, cette non, je pense que ça personne-là. serait fini. Oui, des Ouais, règles non tu sais, écrites. quelqu'un qui se trouve vraiment intéressant, on dirait que c'est pas bon signe. Fait que c'est peut-être mieux de même. Ben, c'est ça, Ouais. faut que tu le penses que tu es intéressant, mais faut pas que tu le dises. Faut que C'est- tu joues l'autre bord. l'hypocrite. Ouais. Tu joues l'hypocrite. C'est- Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Je parle assez peu de moi dans la vie. Je suis moins pire qu'avant, mais quand j'étais très jeune, j'avais l'impression que je pouvais jamais être intéressant. Parce que moi, au secondaire, je faisais des shows, des pièces, je faisais de l'humour. OK, puis- déjà. Oui, j'étais impliqué, j'étais un garçon populaire, j'étais comique dans la classe, tu sais, j'étais impliqué dans 1000 activités. Puis j'avais l'impression que dans la vie, les gens allaient penser que j'allais être aussi intéressant Ah. que sur une scène. Puis sur une scène, je faisais des monologues d'Yvon Deschamps, puis des affaires de. Tu sais, que c'était tout efficace, puis ça marchait, puis dans une pièce de théâtre, j'étais bon, puis le monde riait, puis je me disais, dans la vie, ils vont me trouver vraiment plate. Ils vont juste être déçus. T'étais dans la Ok, ok, comparaison ok. de Ouais. ton toi sur scène et Ben, dans la c'est vie. niaiseux parce qu'il n'y a personne qui s'attend à ce qu'on soit aussi drôle dans la vie. Quoique,
Quoique des fois, on rencontre des gens puis on a l'impression qu'ils sont déçus de constater qu'on ne fait pas des jokes tout le temps. Ouais, Il y a c'est des ça. gens qui nous disent Ouais, c'est drôle, hein, dans la vie, t'es sérieux. Puis, ben oui, madame. Oui. Sur scène, les jokes, je les écris, ça demande du travail. Tu sais. Je pense qu'on fait des Ah jokes ouais. sur les aubergines à la caisse du IGA. C'est comme, non, Sans arrêt. je vais payer. Sans arrêt. Moi, là, tu me montes une aubergine, là, puis j'ai 2 minutes là-dessus. Mais moi, le nombre de gens qui m'ont, surtout mes ex, qui m'ont dit mon Dieu, que t'es plate dans la vie. Et ça me fait mal. Ça fait mal. Tu sais, non, parce qu'ils viennent te voir sur scène. Moi, T'as je fais vraiment dit ça? ben, pas C'est pour dans ça que c'est des ex, entre autres. Oui, entre Ok. autres, ça durait jamais longtemps, mais sur scène, j'étais un gars énergique et dans la vie, T'es tout trop le calme. contraire. Ouais. Et c'était ça ma prochaine question, à savoir, est-ce que toi, tu es aussi. Tu ressembles-tu quand même dans la vie de ce que tu es sur scène ou t'es. Oui, un peu quand même. C'est une facette de moi-même que j'exagère. OK. Parce que moi, mon énergie dans la vie, en général, est beaucoup plus calme, beaucoup plus lente. Puis mon énergie de vie sur scène, personnellement, je pense que c'est plate. Il faut que... Mais ça part de moi. Tu sais, quand je pète une coche sur scène, quand je m'emporte, quand je chiale sur quelque chose, ça ressemble à moi dans la vie. Quand je suis embarqué, emballé par une conversation, quand on discute d'un sujet qui m'intéresse ou qui me fâche, je peux être aussi énergique dans la vie que sur une scène. Fait que sur scène, j'essaie de transposer cet aspect-là de ma personnalité. OK. Je suis assez chialeux dans la vie, fait que sur scène, je suis encore plus chialeux. Parce que c'est ça, on prend notre personnalité bien souvent. Tu vois, tu es l'un des premiers qui dit que dans la vie, il y a le contraire de sur scène. Moi, j'ai l'impression que les humoristes, on est souvent sur scène, juste une exagération de ce qu'on est dans la vie, mais on est vraiment un peu... l'essence est là. On est comme ça un peu pareil. On fait juste grossir ces aspects-là sur la scène. Mais avec ce que tu viens de dire, j'annule mon vote. Et, Ouais? Non, mais dans le sens que c'est aussi, je suis capable. Moi, je suis comme une éponge dans la vie, ou dans le sens que je vais être hyper réservé, mais quand je me sens bien avec une gang ou avec la personne devant moi, Ouais. je vais devenir énergique. Moi aussi, Fait que moi aussi, c'est un peu comme ça. Quand je connais pas les gens, je suis très gêné, je suis très mal à l'aise. Si je vais au restaurant, mettons, puis c'est un restaurant que je vais tout le temps, là, parce que je connais le staff, puis je suis un peu autiste là-dessus, on dirait. S'il y a une nouvelle serveuse, je suis déstabilisé, j'aime pas ça. Je me dis, elle sert dans quel coin que je sois dans l'autre coin. Moi, que c'est juste pas... Puis c'est pas que j'aime pas le monde, c'est juste que je suis gêné. Quand j'aime les habitudes, je suis quelqu'un de... Ouais, c'est ça. Je suis un peu... j'ai un problème psychologique. Mais c'est drôle parce que les gens qui me parlent dans la vie n'auraient pas cette impression-là. Des gens qui m'arrêtent, les gens qui viennent me voir après les shows n'ont pas cette impression-là parce que je suis préparé. Là. Ouais. Parce que dans ma tête, je le sais. Là. Puis j'ai développé mes trucs aussi pour avoir l'air le plus à l'aise possible avec le monde. Ouais. Puis c'est pas si compliqué dans le fond. Là, c'est juste... Moi, j'étais bien gêné avant, je parlais pas. Là, je marchais les yeux baissés, puis je regardais pas le monde. Puis à un moment donné, tu réalises que quand quelqu'un dit bonjour, tu fais juste répondre bonjour. Puis déjà, c'est correct. C'est pas si dur que ça. Le pire est Puis si fait. la personne te pose une question, ben tu réponds. C'est aussi niaiseux que ça. On pense que c'est compliqué de dealer avec le fait d'être connu. Puis à un moment donné, tu réalises que, ben non, on est comme tout le monde. Quelqu'un te parle, tu y réponds, c'est la moindre des choses. C'est le savoir-vivre élémentaire. C'est juste que quand tu es connu, ça t'arrive plus souvent de te faire dire bonjour, puis salut, puis comment ça va, mais c'est la même chose que n'importe qui ne serait pas connu. Bien, justement, revenons, là, tu disais, moi, j'ai toujours joué, tu as été sur la scène quasiment assez tôt. Oui, Mais oui. avant ce moment-là, là, toi, tu viens d'où? Tu as grandi dans quel contexte? Qu'est-ce qui t'a stimulé? Là, Moi, j'ai déménagé beaucoup. Moi. Fait que je viens pas d'un coin en particulier. Moi, j'ai habité, je suis né, mes parents habitaient à Longueuil quand je suis né, je crois bien. On a habité un peu à Laval, on a habité un peu à Sainte-Foy. J'ai fait presque tout mon primaire à Sainte-Croix, dans le comté de Lotbinière, mon secondaire à Actonville et mon secondaire 5 à Drummondville, mon cégep à Jonquière. Voyons. Oui, j'ai déménagé beaucoup. Mon père était gérant de banque, puis quand il travaillait dans les banques royales quand j'étais petit, puis il changeait de succursale aux 2 ans. OK. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, puis il changeait. Il partait de Longueuil à Laval, après ça à Sainte-Foy, puis après ça. Puis à un moment donné, il a été dans les caisses d'entraide économique, un mouvement qui a fait faillite une couple d'années plus tard. Fait on a redéménagé, puis il est allé chez les caisses Desjardins, puis c'est là qu'on a commencé à avoir une certaine stabilité parce qu'il est resté là. Puis moi, j'étais adulte. Fait que quand je suis parti au cégep. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas d'attache, moi. Je viens pas d'une place. J'ai pas un hood, comme on dit.
Ben non, OK. c'est spécial. Ouais, c'est spécial, mais ça a forgé ma personnalité qui fait que je m'habitue, je m'adapte bien, mais j'ai pas d'attache. J'ai pas d'amis tant que ça de mon enfance, petite enfance, là. Ouais. Mhm. J'ai pas de. Il y a personne que je vois de mon primaire, mettons. J'ai OK. pas d'amis du primaire, OK. mais j'ai des amis du secondaire quand même, grâce à Facebook, parce que sinon, je les aurais perdus. Parce que je m'en vais ailleurs, puis je me suis habitué Ben ouais. à me faire des nouveaux amis. Puis là, toi, as-tu des frères et sœurs? T'es-tu J'ai enfant unique? 3 frères, puis j'ai une sœur. Puis toi, t'es le numéro combien? Je suis l'avant-dernier, OK. numéro 4. OK. Puis dans votre famille, mettons, là, l'humour, ça avait quelle place dans votre éducation ou dans votre vibe? Je sais pas, dans notre éducation, je sais pas. On était des gens qui écoutaient le bye-bye, on écoutait les trucs à la TV, les galas juste pour rire. Moi, tout jeune, on avait un disque de Tex Le Corps à la maison, mais des chansons, pas les insolences d'un téléphone. Puis il y avait des chansons comme Avez-vous vu ma truie? Que moi, j'écoutais ça, puis je trouvais ça bon. Ça a été mon premier contact avec l'humour. OK. Puis j'ai un petit voisin qui avait un disque d'Yvon Deschamps avec les monologues du petit Jésus, Cable TV, dans ma cour. Puis c'est comme ça que j'ai découvert Yvon Deschamps. Puis après ça, nous autres, on a tout acheté les disques d'Yvon Deschamps. Moi, j'ai tout écouté les disques d'Yvon Deschamps. Rapidement, je savais tous ces albums là, par cœur. J'aurais pu faire un show juste de monologues d'Yvon Deschamps. Mais dans ma famille, l'humour, on n'allait pas voir des shows d'humour. Je ne dis pas qu'on n'avait pas d'humour. Par exemple, ça niaisait. Chez nous, on avait du fun, mais je ne sais pas jusqu'à quel point l'humour avait une place si importante dans ma famille. Moi, mes parents, c'est des personnes très sévères. On avait une éducation très stricte. L'éducation était bien importante. Il fallait avoir des bonnes notes. On n'était pas élevé d'une maison où c'était le party continuel. C'était Assez rigoureux. ouais, assez rigoureux, assez OK. strict. OK. Assez scolaire, tu dirais-tu ça? Assez scolaire, oui, quand même. Ben, je suis assez disciplinaire. Chez nous, on n'avait pas le droit de dire non à nos parents, déjà, en partant. Là, bon. Puis c'est juste si on les vous voyait pas. OK. Non, j'exagère, mais mes parents étaient très sévères. Ouais, OK. ouais. Puis est-ce que tes frères, tes sœurs, ils avaient un petit peu tout le même genre de profil assez rangé que toi? Est-ce que c'était assez uniforme comme Non, mon plus vieux frère était assez délinquant au secondaire. Moi, j'étais le petit fin, là, élève premier de classe, Ah là, qui veut pas faire de peine à personne. J'étais poli, respectueux. Même quand je faisais rire le monde, je faisais jamais ça sur le dos de quelqu'un. J'étais pas un... OK. J'étais un cabotin, mais qui voulait juste... Je voulais de l'attention, mais j'étais aimé même des profs parce que j'étais quelqu'un de studieux, puis je m'impliquais, puis j'avais peur de déplaire, puis j'en parle dans mon dernier spectacle qui s'appelle Ouais. Déplaire un peu à cause de ça, justement. Je parle du fait que moi, quand j'étais petit, j'avais une peur de déplaire, puis que, bon, bref. OK. J'ai un frère que lui, qui a étudié en théâtre, puis j'ai ma sœur qui est artiste peintre maintenant, mais qui a été longtemps dans des jobs administratifs, bien straight, bien plate, puis un jour, elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas ça, puis là, elle a commencé à peindre, puis là, à cette heure, elle fait ça dans la vie. Puis j'ai un frère qui est professeur de droit au cégep. On a des profils bien différents. Puis tu me disais, tu as toujours été drôle, tu disais ça. Ouais. Tu as une facilité. Quand j'étais petit, on disait déjà que j'étais drôle. C'était l'affaire qu'on devait dire de moi le plus souvent. OK. J'étais le petit gars cute qui dit des mots d'enfant. Tu sais, l'enfant de 4 ans qui dit des réflexions. Puis là, les adultes se racontent ça après ça en riant. « Ah, tu sais pas ce qu'il a dit à matin. » Fait que j'étais cet enfant-là, moi, qui fait rire les adultes. Puis je pense que j'ai compris vite le pouvoir de faire rire. C'est comme ça que j'avais mon attention, moi. Il y en a qui c'est en faisant des mauvais coups. Moi, c'est en faisant rire les gens. À quel âge tu as remarqué ça? Ah, je pense que j'avais ça au primaire, maternelle, première année. OK, tôt. J'ai appris le mot humour en deuxième année parce que notre professeur de deuxième année avait fait une liste de tous les élèves. Puis il avait mis, c'était genre « j'aime », puis là, il mettait une qualité de un tel. Fait que c'était genre « j'aime la gentillesse de Nathalie », « j'aime je sais pas, le travail acharné de Paul ». Puis là, c'était « j'aime l'humour de Laurent ». Puis personne dans la classe savait ça voulait dire quoi humour. Fait qu'il a fallu qu'elle nous l'explique. C'est niaiseux, hein, mais à l'époque, il n'y avait pas des humoristes partout à la TV. Il y avait Yvon Deschamps, puis le Mire n'était même pas là encore. Ding et Dong, je pense qu'il n'était pas là encore. Fait que j'ai appris le mot humour de même. Ouais. Mais c'était quand même un consensus que tu étais drôle. Oui, j'aimais faire rire. Quand j'avais l'occasion d'aller devant la classe puis de
faire un numéro, faire n'importe quoi, des pitreries. J'aimais ça, faire ça. Mais tu te mettais jamais ton prof à dos. Jamais. C'est ça. Non, j'aurais pas supporté ça. Quand un prof ne m'aime pas, j'aurais eu de la misère avec ça. Oui, hein? Ah, oui. OK. Fait que tu étais assez parfait, hein? Oui, mais des fois, je pouvais taper ses nerfs. des fois, le prof me dit OK, Laurent, c'est beau, ça suffit. Là, je figeais, puis j'arrêtais. Ouais. Là, t'arrêtais-tu de parler pour tout le long du cours pour Ben, justement au par moins peur pour de le cours. déplaire? Au moins pour ce cours-là. Oui. J'étais bon élève. Puis au secondaire, même chose. Secondaire, je suis devenu un peu plus délinquant parce que mes parents commençaient à checker un peu moins les notes. Fait que j'avais ma moyenne a baissé un peu, mais j'avais toujours la note de passage facilement, 70 et plus. Puis là, j'ai commencé à faire des shows pour vrai, m'impliquer, des pièces de théâtre. Là, je faisais des spectacles parce qu'à l'école où j'étais, il y avait un auditorium, puis on faisait des monologues. Il y avait des concours de lip-sync d'organiser. C'est quétaine, hein? À l'époque, c'était hot au secondaire de faire des concours de lip-sync. Fait qu'il y avait un concours de lip-sync. Fait que là, ils cherchaient du monde pour animer le concours de lip-sync. Fait que moi puis des chums à moi, on animait le concours, on faisait des sketchs, on faisait des parodies de Gala Méritage, puis on remettait des faux prix humoristiques. Puis c'était toujours le même prof qui gagnait, puis on présentait des lip-sync. Fait que là, voici Cyndi Lauper. Puis là, c'était une petite fille déguisée Cyndi Lauper qui venait faire Girl Just Wanna Have Fun. Ouais. Les jeunes, étaient-tu bons, moi, dans le lip-sync? Non, ben, probablement pas. Je ne sais pas. J'ai OK, t'as pas idée. marqué tant que ça. Non, c'est ça. Moi, je faisais ça juste pour être sur une scène et faire des niaiseries. Les lip-sync, pour vrai, là, je m'en sacrais pas mal. Fait que c'est là que ça a commencé officiellement ta carrière scénique. Oui, vraiment. C'est vraiment là que ça a commencé. OK. Ouais. Puis là, est-ce que tu disais à ce moment-là, ça y est, là, je veux faire de l'humour, je veux faire des shows, ou c'était plus. Je pensais pas à ça. Le rire, c'est le fun. Être sur la scène, c'est le fun. Puis c'était pas tout à fait clair. Je pensais pas carrière, pas en tout. Je pensais pas, moi, je vais faire ça plus tard ou non, je ferai pas ça. Je pensais pas à ça. Je pensais pas carrière. J'avais pas de projet. Je me voyais pas dans un métier encore à l'époque. Je me rappelle d'avoir déjà dit à mes parents, pour leur faire plaisir, probablement, je pourrais être avocat ou journaliste. Puis là, mes parents, puis là, au party de Noël après, c'est hey, mon petit gars, ça va être un avocat. Tu vois, j'ai dit ça de même, là, mais je ne sais pas si je vais être avocat. Mais je pensais pas carrière à l'époque. Je savais même pas que j'aurais pu faire ça dans la vie. Je pense que j'aurais voulu être comédien, peut-être au début. Okay. Parce que je connaissais le métier de comédien. Le métier d'humoriste, on dirait que c'était flou dans ma tête. Il y avait juste Yvon Deschamps. Ben, c'est ça, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas une industrie en plein essor, là, je veux dire. Non, c'est ça. Fait que il y avait des galas à TV de Juste pour rire, mais tu sais, je me rappelle d'avoir vu genre un premier gala animé par Serge Grenier dans le temps. Mais tu sais, c'était pas toutes les semaines. Il n'y avait pas des humoristes à la TV partout. Il n'y avait pas de la radio animée par des humoristes. À l'époque, la radio, c'était animé par des animateurs de radio. Puis il n'y avait pas de podcast non plus. Tu sais, fait que tout ce qu'il n'y avait pas à l'époque sur le... Tu sais, moi, j'ignorais même c'était quoi le métier d'humoriste. Carrément. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, j'attaque ça. Là. Raconte-nous donc un peu le turning point de ça. Ben moi, c'est que j'ai toujours fait ça. Quand j'ai fait le cégep de Jonquière, j'avais fait cégep en spectacle, puis j'avais gagné même cégep en spectacle. Mais j'ai jamais cru en mes chances de percer. Fait que je m'étais dit, j'ai juste un numéro, tu sais, si j'ai gagné avec ça, là, mais j'ai pas d'autre chose, tu sais. Puis je m'étais dit, je suis trop jeune. Les gens ne viendront pas me voir en show, j'ai pas d'expérience. Les humoristes, j'avais gagné, j'avais 19 ans. Puis je me disais, à 19 ans, là, tu ne fais pas une carrière en humour. Fait que je vais finir mon cégep, je vais me trouver une vraie job, je vais travailler, puis là, je vais essayer de percer en humour pour avoir une sécurité. Puis finalement, j'ai fini mon cégep, puis j'ai auditionné à l'école de l'humour, puis j'ai été pris. Fait que ça s'est passé de même. Mais le déclic s'est passé probablement dans une soirée. À l'époque, il y avait les auditions Juste pour rire. Juste pour rire faisait des auditions dans genre 10 places au Québec. Puis il y avait un gagnant dans toutes les 10 places. Puis après ça, il y avait une finale à Montréal. Puis j'avais participé à des auditions Juste pour rire à Jonquière. Puis la fille qui animait s'appelait Carole Dion, qui était humoriste, qui l'est encore peut-être aujourd'hui. Je pense qu'on la voit moins maintenant, mais c'était une très bonne humoriste. Puis c'est elle qui animait. Puis c'est elle qui m'avait dit après le show, « Caroline, tu devrais faire l'école de l'humour. » Elle dit, « Je suis sûr que tu serais bon. » Puis j'ai fait, « Ouais, t'es sûr? » Puis là, ça a comme été Je connaissais l'école de l'humour, mais ça m'a jamais... On dirait que je croyais pas. J'avais manque de confiance. Je me disais, ça se peut pas. C'était comme inaccessible. C'était loin. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'était manque de confiance. Puis le fait qu'elle me dise ça, moi, dans ma tête, ça a fait... Elle le sait, elle a fait l'école de l'humour, donc elle doit savoir de quoi elle parle. Ouais. Puis je pense que les auditions étaient déjà passées à l'époque. Elle avait dit, je vais parler à Louise Richer. Puis après ça, j'avais appelé Louise Richer, puis j'avais envoyé une cassette vidéo
d'un numéro que j'avais fait, puis il m'avait pris sur la base d'une cassette vidéo. Mais est-ce que c'était ça la façon de faire ou c'est parce Non, que il y avait vraiment des auditions, puis tout le kit. Je pense que Carole a bien parlé de moi. OK. Puis, C'est pas parce que tu as eu la chienne que tu n'as pas été, là. Non, je travaillais. OK, c'est ça. Je travaillais au Saguenay, je faisais de la radio la fin de semaine. OK. J'étais journaliste l'été, fait que je faisais tous les chiffres plates, là, les lundis soirs, puis la fin de semaine, le matin, puis le reste de la semaine, je faisais des topos, puis je pouvais pas descendre, je pouvais pas auditionner. Fait qu'ils ont juste été bien fins. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je considère que j'en dois une à Carole Dion et à Louise Richer. Fait que tu as bypassé les auditions. J'ai comme un peu bypassé, mais mon audition était sur tape. Puis j'ai expliqué, je peux juste pas descendre à Montréal pour faire l'audition en personne. Fait que, mais le tape, c'était bon. C'était un numéro qui avait quand même marché. Là, devant public ou c'était devant public? Okay. Oui, c'était devant public. Je ne m'étais pas filmé chez nous. Là. Hey, ça, là. Ça doit être murder. Hey, un festival m'avait demandé ça. Là. Filme-toi chez toi. Non, on a besoin de ça. Là. Filme-toi chez toi. Je ne l'ai pas fait, le festival. Là. Je l'ai fait devant mon miroir. Là, ça rit. Là. D'habitude, là, ça rit. Tu veux pas, c'est dégueulasse. Là. Ça se fait. Je veux dire, c'est faire pas une édition d'humour, puis tu fais ta joke, tu as le gros silence. Non, mais c'est ça, il y a zéro timing. Là, en plus, c'est un numéro que tu as fait devant le public, tu as le timing du public. Là, tu enlèves le timing du public. Ouais. Fait que tu as le silence du rire qui est censé être là, mais il n'y en a pas. Fait que t'es juste. C'est l'affaire la plus ça donne une idée vague de ton numéro parce qu'il y a des gens qui disent non, mais moi, je suis capable de me faire une idée. J'ai pas besoin d'entendre le monde rire pour savoir que c'est drôle. C'est pas vrai, ça. Les gens qui disent ça, c'est tout le temps de la bullshit. Tu vois le même numéro avec des rires, tu vas te dire c'est bien bon ce numéro-là. Le même numéro, pas de rire, tu vas te dire c'est ordinaire. Là. Ça manque de. Tu peux pas de finir. Tu enlèves la raison d'être de l'humour, d'exister, le public, puis là, regarde, ça. C'est comme la preuve, excuse-moi, je te coupe, mais tu sais, des fois, quand j'étais au secondaire, on faisait des shows, puis on se filmait, mais le micro était branché dans la console. Fait que le son venait juste du micro. Fait que tu n'entendais pas le public rire. Fait que tu vois l'humoriste, il parle, puis il fait une joke. T'entends aucun rire. Mais toi, tu le sais que le monde rit. Mais à TV, t'as l'air de te péter à la gueule solide. Puis tu regardes ça, tu fais t'es ordinaire en crise comme number. Le gars, il se croit, il est là dans du silence. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Fait que. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que c'est comme si le cerveau, il a comme besoin d'être sûr d'être dans une gang qui rit comme. Tu veux plus jamais être tout seul à rire. C'était pas là. Non, mais c'est ça. Tu le sais. T'es influencé par l'ambiance. Ouais. Tout le monde est meilleur quand le public est meilleur. Puis les gens là, qui disent non, moi, j'ai pas besoin de tout ça, je suis capable de me faire une idée, c'est jamais vrai. Je crois pas à ça. Parce que j'ai fait le même numéro un soir qui a fait un hit, puis j'ai fait une audition après ça avec le même numéro, puis le public riait moins parce que c'était la même ville. En tout cas, c'est niaiseux. J'allais faire les auditions pour faire des galas, à l'époque, des galas juste pour rire. Ouais. Puis je fais un numéro, genre dans les lundis stand-up comiques à Montréal. Le numéro marche super bien. Fait qu'on me dit, bon, la semaine prochaine, c'est les auditions. Fait que tu viens faire ton numéro. Fait que je refaisais le même numéro dans la même salle avec à peu près le même public qui avait vu le numéro la semaine passée. Fait que le numéro a marché bien moins fort. Puis les commentaires que j'ai eus après, c'est il est peut-être pas prêt pour un gars-là. C'est plate que l'humour soit pas comme la chanson. Hein? Ouais, la toune est bonne. La toune est bonne, t'entends qu'il y a du monde ou pas, ouais. En fait, plus tu l'écoutes, plus tu l'aimes parce que tu connais les paroles. En fait, c'est même l'inverse. La musique, tu sais, le public, des fois, moi, ça me dérange. Il m'empêche d'écouter la toune. Fait que tu peux apprécier une toune sans aucune réaction, tu sais. Ouais. Puis là, comment ça s'est passé à l'école de l'humour? Est-ce que tu sens que ça t'a donné un edge de fou? Ça t'a-tu traumatisé? Ça t'a-tu conscientisé quelque chose? Ça Il y m'a, a comme toutes sortes d'histoires qui se passent dans l'école de l'humour. Ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a discipliné. Moi, j'avais aucune discipline. Moi, j'ai été longtemps, pendant des années, j'avais un numéro d'humour de 10 minutes. Puis c'était un personnage que j'avais fait à Cégep en spectacle. J'avais gagné avec ça. Puis là, je n'avais rien d'autre. Puis là, à l'école de l'humour, ils t'obligent à tous les vendredis, toute la semaine, tu écris un numéro, puis le vendredi, tu le présentes devant les autres élèves. Tu as fait l'école aussi, hein? C'est ça, donc tu sais ce que c'est. Puis ça m'a appris la rigueur, le fait d'être obligé de travailler. J'avais jamais eu ça. J'ai toujours eu besoin de deadline pour écrire. Puis là, j'en avais un à tous les vendredis. Il y a des vendredis que c'était plate en esti, puis des vendredis où c'était au-delà de tes attentes. Fait que je dirais que c'est ça que ça m'a appris. J'ai pas pogné un edge de fou, moi, mais
quand je faisais plus les une façon de shows, travailler. ouais, ça m'a donné une ouais, méthode, mais ouais. je considère que c'est une partie de l'apprentissage, puis il y a une autre partie qui s'apprend quand tu es sorti de l'école. Mhm. Tu n'apprends pas tout, je pense, à l'école. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je parle de quand j'ai fait, moi, c'est il y a longtemps. Là, j'ai sorti en 95, moi. Fait que ça fait un petit bout. Le programme a évolué, a changé. Mais on ne t'apprend pas à l'école que tu vas jouer dans des salles où il y a des gars sous qui vont te crier des niaiseries. Puis tu vas être obligé d'apprendre à fermer la gueule à du monde. Ça, tu n'apprends pas ça à l'école de l'humour. Peut-être maintenant, peut-être maintenant. Mais nous, à un moment donné, tu tombais sur un fatigant qui te parlait pendant que tu jouais. Moi, j'ai failli mourir à Dolbeau. À Dolbeau? Pourquoi? Ben, il y avait un fatigant à la machine. Puis moi, quand j'ai un micro dans ma tête, j'ai la shape à Guillaume. Et j'ai fait mon tabarnak! Il s'est levé. J'ai fait excuse-moi. Je me suis excusé. Pour vrai? Ah, ouais. Surtout quand il s'en venait, là, il s'est levé. Ouais. Puis j'ai fait OK, là, j'ai plus de fun. Là. Mais Ouais. il faudrait T'es resté sur la scène? On dirait que j'ai un blackout, je me souviens plus. On dirait que T'as mon manqué de cerveau... sang, hein, à un Non, moment donné, mais je ça- pense que finalement, il y a 2 bandeux qui sont allés le voir, ils ont fait comme toi. Ouais, J'ai ouais. fini mon numéro, Sur mais... scène, on devient un peu inconscient. Moi, là, il y a un gars qui s'est mis à me parler pendant un show, puis moi, je lui parle, puis j'y réponds, puis je fais des jokes pour lui fermer la gueule, tu sais, de façon humoristique, mais le gars, il commençait à tanner, là. Puis finalement, il y a des gens qui sont venus le sortir. Puis ils se sont battus en dehors du bar. Puis on m'a dit après que ce gars-là, c'était un batailleur qui aimait le trouble puis qui faisait exprès pour se battre. Puis j'ai fait, si bol, moi, sur scène, là, moi, j'étais content de ne pas savoir ça. Parce que sur scène, je l'envoyais chier. Puis je riais de lui. Puis je le traitais de tout et non, puis mais tu sais, de façon humoristique, puis le monde riait, tu sais. Mais après, j'ai comme réalisé, oh Colin, j'ai peut-être joué avec ma vie ou avec ma gueule. En tout cas, j'ai joué avec quelque chose que j'aurais peut-être pas dû, mais sur scène, tu sais, quand tu fais les premiers shows, là, puis que du monde parle, puis des gens te lancent de quoi, tu n'es pas habitué, c'est tough, là. Moi, je sais pas c'est qui. Je pense que c'est François Massicotte qui, à un moment donné, était sorti de scène puis était en maudit parce qu'il n'avait pas été capable, parce qu'il s'était fait un peu prendre au dépourvu. Puis il s'était dit, ça m'arrivera plus jamais. Puis il s'était mis à écrire plein de lignes pour fermer la gueule à quelqu'un. Puis moi, j'ai fait pareil. Moi, quand je m'étais fait une liste de jokes, toutes les phrases que je connaissais, toutes les gags que je pouvais donner à quelqu'un pour y fermer la gueule, tu sais, genre, c'est quoi la différence entre ta bouche et un parachute? Le parachute, on est content quand il s'ouvre. Tu sais, ce genre d'affaires-là, la différence entre ta bouche et une bouche d'égout, le couvercle, tu sais, toutes des affaires de même. Puis j'en avais écrit plein. Puis c'est arrivé une fois que j'ai eu besoin de toutes les dire, presque, parce qu'il y a un gars qui voulait pas arrêter. Puis je faisais toutes mes jokes, celles que je connaissais, des classiques. Il y a des vieilles jokes là, vieilles comme la lune, mais qui sont bien pratiques pour faire ma gueule à quelqu'un. Tu sais, genre, il devrait mettre ta face sur un poster pour promouvoir la contraception. Le classique, hey, 50 millions de spermatozoïdes, puis c'est toi qui es sorti. C'est ce genre d'affaires-là. Ouais, je les avais toutes sorties, puis là, à un moment donné, à la fin, c'était moi qui étais prêt à me battre. Là, j'en pouvais plus, j'étais écœuré. Y a-t-il un moment, vas-y. Mais y a-t-il un moment, j'ai juste une question, mais y a-t-il un moment où, en sortant de l'école, y a-t-il un moment où tu as fait je vais aller, je vais devenir avocat, là? Non, jamais. J'étais trop lâche. Je sais pas. Je voulais pas me trouver une vraie job. Non, mais ça me tentait pas de me trouver une vraie job. Je connaissais, moi, des gens, des acteurs, mettons, qui travaillaient comme serveurs ou parce qu'il faut gagner sa vie, tu sais. Puis des fois, il manquait des auditions parce qu'il fallait qu'il travaille. Il ne pouvait pas quitter la job pour aller passer une audition. Puis je me disais, man, tu viens de manquer une occasion, peut-être, tu sais. Puis fait que moi, je voulais pas. Fait que moi, je vivais pauvre, tu sais, bien pauvre. J'arrivais à payer mon loyer et à manger. Puis je voulais pas me trouver une job qui allait m'obliger à pointer le matin à une job. Tu sais, je voulais pouvoir aller faire un bar à Sherbrooke le vendredi soir, puis pas être obligé de me lever le samedi matin pour aller travailler. Tu sais, en quelque part, je voulais mettre toutes les chances de mon bord. Tu sais, l'école de l'humour, c'est bien de l'argent. À l'époque, c'était déjà cher, c'était moins cher que maintenant, mais c'était 7 000 $. C'est vraiment moins cher. Là, m'a dit, quand tu n'as pas une scène qui t'adore puis que tu as une dette d'études de 18 000, puis il faut que tu payes l'école de l'humour 7 000. Fait que je voulais pas avoir payé cet argent-là pour rien. Je voulais pas avoir payé ça pour rien. Fait que je m'étais dit, c'est pas vrai que je vais avoir lâché une job. Je travaillais comme journaliste au Saguenay. Je faisais de la radio. Puis je me dis, c'est pas vrai que je vais lâcher ça. Puis que là, parce que ça décolle pas tout de suite, je vais abandonner. Fait que non, j'ai jamais voulu faire autre chose.
Tu dis que bon, tu n'as pas été traumatisé par l'école d'humour, c'est juste que tu aurais apprécié avoir un petit briefing sur les gars des bars, là, comme tu dis. Ben, on nous prépare pas tant que ça à l'après, mais moi, je critique pas l'école parce que pour vrai, sans l'école, je ferais pas ça. Je serais pas ici présentement, je suis sûr de ça. J'ai vraiment appris la discipline, j'ai vraiment appris beaucoup sur le métier, sur comment travailler, mais effectivement, quand tu arrives dans la vraie vie, tu réalises qu'il y a tout un autre apprentissage à faire, puis il y en a des petits bouts que tu aurais peut-être aimé faire à l'école, tu sais. Savoir c'est quoi jouer dans des mauvaises conditions. Ça n'arrive pas souvent à l'école de l'humour de jouer dans des mauvaises conditions. Parce que dans le temps, nous, on louait, mettons, le cabaret juste pour rire. On faisait notre show 3 soirs dans le cabaret juste pour rire. C'était des amis, c'était de la famille, c'était le meilleur public au monde. Là, ça riait, puis ça se pouvait plus comment ça riait. Puis là, tu sortais de là, mon Dieu, tu disais, j'ai un hit, là, c'est pas bon, ça n'a pas de bon sens. On est tous des dieux. On jouait dans les meilleures conditions possibles. On avait une coulisse, on avait des loges. Si on avait besoin de figurants dans notre numéro, c'était d'autres élèves de l'école qui venaient jouer, qui faisaient des seconds rôles. Si tu avais besoin de te changer, tu sais, il y avait des... Puis là, à un moment donné, tu arrives dans un bar, puis le stage, c'est une planche de plywood sur des caisses de lait. Puis là, tu n'as pas de coulisses. Fait que là, tu fais « Hey, je peux pas me changer. » Fait que moi, je faisais des personnages au début à l'école. Puis là, tu fais « Comment je vais faire pour faire des personnages dans les bars? » Des fois, tu n'as pas de loge. Des fois, tu n'as pas de Des loge. stand-by à côté, T'as pas de coulisses. Ouais, c'est ça. En personnage. Oui, c'est ça. Fait que moi, je m'étais donné comme défi à l'époque, il faut que j'aille au moins une demi-heure de show où j'ai pas besoin de quitter la scène. Que je peux rentrer, commencer, parler, puis si j'ai un changement de costume, que ça se fait live. Tu sais, je faisais des tunes aussi avec ma guitare, je faisais un personnage de professeur dans une école secondaire, mais ça, j'avais réussi à tout intégrer ça dans la même demi-heure où je pouvais rester. Je m'étais dit, il faut que je puisse jouer devant du monde avec juste un spot et un micro sans quitter la scène pendant au moins une demi-heure. Puis après ça, finalement, j'ai commencé à faire du stand-up, puis les personnages, j'ai un peu perdu ça parce que les personnages d'un bar, ça marche pas autant. C'est dur de fermer la gueule à quelqu'un avec un personnage. Tu sais. Puis moi, je faisais des personnages souvent avec des quatrièmes murs. Je m'adressais à des personnages invisibles. Mon professeur, c'est un personnage qui était dans une classe puis qui parlait à des élèves imaginaires. Tu sais. Fait que parler à un spectateur, ça faisait comme weird. Tu sais, ça casse, ça casse une illusion. Ouais, tu casses le quatrième mur. Fait que, ouais, c'est ça. Mais j'aurais aimé ça, être préparé à jouer dans des mauvaises conditions. Il aurait fallu quasiment que ça soit un stage. On va vous amener d'une place, là. C'est nul à chier. Au balcon. Le monde joue au vidéo poker dans le fond. Ça joue au pool. Puis on a engagé des gars pour les insulter souvent. La waitress call ses drinks, mais fort pendant que tu joues. Puis là, toi, il faut que tu fasses ton numéro. Mais ça, tu le vis après. Mais c'est peut-être correct aussi. Il faut que tu apprennes aussi sur le tas, en faisant le métier. Tu sais, tu joues. Moi, j'ai fait mon premier gala juste pour rire comme invité. Puis c'est devant 2000 personnes au Théâtre Saint-Denis, puis c'est Yvon Deschamps qui me présente, puis là, je fais mon numéro, puis ça se passe bien, puis je suis content. Puis là, la semaine d'après, je suis dans un bar à Jonquière, il y a 12 personnes, puis on fait le test de son l'après-midi, puis le micro est branché dans une boîte en métal, puis de temps en temps, il y a un buzz d'un speaker, un genre de... Puis là, le technicien de la place me dit, si ça fait ça pendant ton show, t'as juste à crisser un coup de pied sur la boîte de métal. Mais professionnel. C'est ça. Puis moi, je faisais ce show-là ce soir-là avec Mike Ward qui me dit, tu réalises-tu que la semaine passée, t'as fait le show le plus important de toute ta vie au Saint-Denis, puis cette semaine, t'es dans un bar avec un technicien qui dit, si jamais il y a un bruit, tu crisses un coup de pied sur la canne de métal. Fait que ça donne une idée, mais ça, c'est ça. Ça aide à garder les pieds sur terre, mettons. Puis, quand est-ce que tu peux dire comme, OK, là, ça a décollé, là? Tu sais, je veux dire, il y a eu un turning point. Ça n'a jamais décollé d'un coup, moi. Fait que c'est dur à dire. Moi, ça a toujours été tranquille. J'ai jamais été la saveur du mois. J'ai pas explosé, moi. Okay. Jamais. Okay. Mettons, tu sais, un Rachid Badouri est arrivé. Après 2 galas, déjà, les gens disaient, OK, à quand le one-man show? Moi, ça a commencé tranquille. J'étais un petit stand-up qui se démarquait pas tellement, mais qui marchait. Tu sais, c'était efficace, mon affaire. Fait que l'année d'après, je faisais un autre numéro, puis ça marchait pas pire encore. Puis on m'aimait bien. Puis, fait que tu sais, ça a décollé. Je considère que ce qui m'a fait décoller vraiment, c'est les chansons pour enfants. Le numéro de chansons pour enfants, parce qu'à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à se rappeler de moi. Avant, les gens ne se rappelaient pas de moi, je pense. Tu sais, ça prend
j'avais rien qui me distinguait, tu sais. Tu sais, quand tu disais Laurent Paquin, c'est qui ça? Ben, tu sais, le gars qui fait du stand-up, là, tu sais, là, personne ne se rappelait de moi, tu sais. Tandis qu'à l'époque, tu sais, si on disait Mario Jean, ben, tu sais, le gars, il fait le camelot, là, tu sais. Jean-Michel Anctil, c'était Priscilla, tu sais. C'est eux autres, les humoristes, qui étaient là un peu avant moi, tu sais. Ouais. Eux, on se rappelait d'eux autres parce qu'il y avait un truc à eux. Moi, j'avais rien à moi, tu sais. J'avais pas une. Puis là, les chansons pour enfants, ben c'est ça. Les gens commençaient à dire Laurent Paquin, c'est qui ça? Ben c'est le gars qui chante lesbienne. Puis les gens ont commencé à se rappeler de moi avec ça. Puis c'est pas mal à partir de ce moment-là que je trouve que les gens, là, que ça a décollé. Là, j'étais comme devenu semi-connu, disons, là, tu sais, semi-vedette. Les ados aimaient beaucoup mes chansons pour enfants, évidemment, tu sais. Ça marchait fort. Fait que là, ouais, je dirais que c'est là. C'était combien d'années après ta sortie de l'école? 99 peut-être, je sais pas, une couple d'années. OK. 3-4 ans peut-être après. Quelque chose de même. OK. Ouais. Mais tu as fait des galas en sortant de l'école. Ton gala d'Yvon Deschamps, ça, c'était quand? Je pense que c'était en 96, 97. OK. 80. Tu sais, j'ai fait des galas après ça à chaque année. Puis à chaque année, ça se passait bien, tu sais. Fait que c'est comme ça n'a jamais fait ça, mais ça a tout le temps monté pareil, tu sais. À un moment donné, j'ai eu un premier standing ovation, puis à un moment donné, après ça, j'ai fait un numéro avec François Morancy, puis ça a eu une réaction écœurante. Après ça, j'ai animé un gala, tu sais. Ça a toujours été, ça a toujours monté tranquillement. Ça a toujours donné des bons coups. Ouais, ma carrière n'a jamais décollé comme un coup de fusil, là. Ça a toujours été vraiment lentement, mais sûrement. Ton plaisir à faire ce job-là, est-ce qu'il a augmenté? Y a-tu eu des pics? Y a-tu eu des downs? C'est quoi l'interaction? Il y a toujours des downs, il y a des pics, mais j'ai jamais remis ça en question. Je me suis jamais dit que je ferais d'autres choses. J'ai la chance de faire autre chose de temps en temps. Un rôle à la TV, un rôle dans une pièce de théâtre, des petites affaires comme ça, animées. Tu sais, ça m'est arrivé. Mais je dirais que j'ai plus de plaisir que jamais à faire. Ce moment? Ouais, en ce moment, sur scène. Parce que c'est dur à dire. Je me demande moins que ce que je fais là. Je me sens plus à ma place. Je me sens moins imposteur. J'ai l'impression que là où je suis rendu, si on peut parler d'un succès, tu sais, je considère que j'ai travaillé fort pour arriver là. Tu sais, fait que, tu sais, puis je suis plus à l'aise, je suis plus heureux sur scène, puis je me trouve meilleur. En toute fausse modestie, je me trouve meilleur que quand j'ai commencé. Je regarde des vidéos de moi, mes premiers spectacles, mes premiers monologues, puis je me trouve plate. Je me trouve pas. Il y a des bons gags, il y a des bonnes affaires, mais si c'était à refaire, là, des fois, je me demande qu'est-ce qui se serait passé si je pouvais reprendre ma carrière maintenant, reprendre ma carrière avec la confiance que j'ai maintenant, avec l'expérience que j'ai maintenant. À l'époque, je commençais, puis je m'excusais quasiment d'être là. Je n'étais pas sûr de moi, pas en tout. Puis des fois, je pense à ça avec un peu de regret. Je me dis, pourquoi j'ai commencé ma carrière en étant si peu confiant? Qu'est-ce qui me manquait? Pourquoi je doutais tant que ça de moi? Peut-être parce que tu avais 19 ans. Peut-être, mais j'en ai vu arriver avec une drive qui peut-être doutait d'eux, mais ça paraissait pas sur scène. Première fois que j'ai vu Patrick Huard sur scène, j'ai fait « Ah, lui, il a une drive. Lui, il est arrogant, il est baveux, mais Christy qui a confiance en lui. Ouais. » Puis je l'admirais pour ça. Je dis « Moi, j'ai pas ça. Colin, comment ça fait que j'ai pas ça? » Puis, mais peut-être que lui, en coulisses, il doutait autant, tu sais. Mais lui, ça paraissait pas. Moi, je pense que ça devait paraître un peu que je n'étais pas sûr de moi sur scène. Parlant de ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand je coach des artistes ou des gens qui sont super talentueux, qui sont reconnus par les autres. C'est clair, c'est objectivement clair qu'ils ont un talent, une capacité quelconque. Et le sentiment d'imposteur est là pareil. Ouais. Toi, à la lumière de toute ton expérience, comment t'expliques la présence de ça qui est là pour ben du monde? Oui. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, j'ai pas le sentiment d'imposteur comme humoriste. Maintenant, en tout cas, je l'avais plus quand je faisais d'autres affaires. Quand j'étais comédien, j'ai joué dans Histoire de filles, j'ai joué dans Caméra Café. Puis à chaque fois, je me disais, quelqu'un va s'apercevoir que je ne suis pas un acteur. J'avais l'impression de frauder le gouvernement, puis là, j'allais me faire pogner à un moment donné. Moi, je t'avais adoré dans Histoire de filles. Comment? En passant, là, j'ai dû savoir, mais... Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai pas compris ce que t'as dit. Non, mais Non, j'ai écouté Histoire de filles. Moi, c'était un de mes shows préférés. Moi, j'ai 2 sœurs, là. Puis on arrête de T'as un côté féminin très développé. Ouais, c'est ça. Puis oui, je m'assume. Ben non, mais honnêtement, il y avait des bien bonnes affaires. Histoire de filles, des fois, on s'en moque parce qu'au Québec, on n'a pas les budgets. Il n'y a pas autant de temps à mettre sur un épisode. Les auteurs, ils écrivaient l'épisode, puis il fallait qu'ils travaillent sur d'autres choses. Ils écrivaient des ramdams, puis ils écrivaient 8 autres affaires en même temps. Aux États-Unis, quand ils font un sitcom, ils sont 8 auteurs pour travailler sur un épisode. Ouais. Ils assistent aux répétitions. Si un gag ne marche pas, ils le réécrivaient. Nous autres, au Québec, on marchait avec un budget pas mal moindre. Donc, avec, tu sais, puis moi, je trouvais que dans l'histoire de filles, il y avait des bien bonnes affaires. J'assume absolument d'avoir joué là-dedans. Ben, en tout cas, là, je te trouvais un très bon comédien. Merci bien. Ben, en toute modestie, encore une fois, je pense me débrouiller bien. Je pense être meilleur acteur maintenant qu'avant. J'ai l'impression, l'expérience, la confiance, le fait d'avoir fait bien de l'impro aussi, d'avoir joué bien des personnages à LNI. Fait que je me sens moins imposteur. Puis dans mon métier, je me sens pas imposteur. Des fois, je me sens bizarre, par exemple, parce que j'ai l'impression que je suis un humoriste, mais qui est acteur un peu. Fait que des fois, je me sens pas tant que ça dans la gang des humoristes. Mais quand je suis avec des acteurs, je me sens pas tant que ça dans la gang des acteurs parce que je suis un humoriste à la base. Fait que c'est weird. Fait que, mais je me sens pas imposteur, mais des fois, je me sens un peu à part. Mais ça, c'est un feeling, des fois, qu'on a qui est injustifié, là, mais je me sens des fois un peu comme ça. Puis on veut tellement être dans la gang aussi, les humoristes. Ouais, là, oui. Tu veux faire partie d'une gang, puis est-ce que je me fais oublier ou est-ce que je suis encore dans... Je comprends. Moi, j'ai une question... parce que là, tu dis que tu te sens moins imposteur, là, puis tu dis aussi que sur scène, tu parlais pas nécessairement de ta vie privée tant que ça. Plus maintenant qu'avant, mais oui, effectivement. Dans Déplaire, tantôt, tu en as parlé que tu reviens à l'époque où tu voulais pas déplaire et tout ça. Là, je parle un peu plus de moi. C'est plus personnel? Un peu plus parce qu'avant, déjà, je racontais pas d'anecdotes. Pour moi, je n'étais pas bon raconteur. Pour moi, un raconteur, c'était Jean-Marc Parent, c'était Michel Barrette. Qu'eux pouvaient te raconter, qui sont achetés du lait au dépanneur, puis ils te le racontent, puis tu ris. Puis je me disais, moi, quand j'achète du lait, c'est plate en crise. Moi, il se passe rien. Je peux pas faire un number avec ça. Fait que je trouvais que j'étais pas... Je me disais, j'ai rien, moi, qui s'est passé dans ma vie d'intéressant. J'ai pas d'anecdote, moi, à raconter, tu sais. Puis à un moment donné, quand tu prends confiance en toi-même, puis que tu réalises que ta vie est peut-être pas si plate que ça, j'ai commencé à réaliser, hey, moi, je me suis marié pour les prêts et bourses quand j'étais au cégep, moi. Puis je me suis marié avec ma cousine, éloignée. C'était une cousine éloignée, mais dans le numéro, je le précise pas, mais c'est une cousine pareille. Puis je me suis marié à Brockville, en Ontario, en anglais, et je parlais pas un mot anglais. Fait que, tu sais, je me suis dit, je peux pas ne pas raconter ça. Tu sais, c'était vraiment drôle. Fait que finalement, j'ai mis ça dans un de mes shows, puis ça a marché. Puis je me suis dit, OK, je suis pas si pire je pense que je peux raconter, tu sais, puis j'ai raconté un lancer de punition que j'ai fait quand j'étais jeune, puis que mon père était mon coach de hockey à l'époque, puis finalement, dans mon dernier spectacle, ben, je raconte un voyage que j'ai fait aux États-Unis je raconte en fait une crise monumentale que ma fille a piqué dans le char en revenant de vacances. On avait 16 heures de route à faire, puis elle a broyé la moitié du chemin, tu sais, puis je raconte ça à quel point j'étais plus capable, puis je réalise que je suis capable maintenant de raconter, puis de parler de ma vie, puis de parler de mon fils, puis de parler de mon père. J'ai un numéro où je parle de la mort. Fait que je parle du fait qu'il faut rire, même de la mort, tu sais, puis que je raconte l'anecdote qui est une vraie anecdote en plus, que mon père, une des dernières phrases qu'il a dit avant de mourir, c'était une joke. Il allait se faire opérer, il venait de faire un AVC, il était sur une civière, puis il s'en allait se faire opérer au cerveau. Puis il y avait ma grand-mère qui était avec lui, sa mère, évidemment, qui était toute stressée. Et puis lui, comme pour la rassurer, je ne sais pas trop, pour y détendre l'atmosphère, il a dit, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Il en sauve un sur deux, puis l'autre avant moi, il est mort. Fait que moi, ça me fait vrai. Wow! Écoute, c'est un killer. Je l'ai dit tel quel dans mon show, puis j'ai un rire là-dessus parce que d'abord, c'est vrai, la joke a été cœurante. Je ne sais pas s'il l'avait déjà entendu quelque part, je ne sais pas. Même moi, tu sais. Fait que je suis moins gêné de parler de tout ça, puis je parle que j'ai quand même un jour amené mon fils sur la tombe de mon père pour une première fois, puis que pour moi, c'est un grand moment d'émotion parce que mon père n'a pas connu mon fils, puis que c'est comme s'il se rencontrait, tu sais, pour la première fois, puis mon fils, lui, s'en sacrait un peu, tu sais, il n'a aucune émotion, il est devant un morceau de roche avec le nom de mon père écrit, puis lui, tout ce qu'il me dit, c'est, je me demande s'il reste encore la peau ou si c'est juste un squelette.
Fait que, tu sais, fait que je réalise que ça, c'est des affaires que tu peux mettre dans un show d'humour parce que maintenant, je suis capable de le raconter et d'avoir du fun. Question pour toi, en lien avec le succès. OK? C'est quelque chose que je me fais raconter beaucoup, que autant quand le succès arrive, on est content, mais il y a un challenge qui vient avec, qui est relatif à l'ego, c'est-à-dire la perception qu'on a de nous autres. Toi, comment tu as vécu avec ça, cette relation-là avec l'ego? Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis c'est quoi les challenges relatifs à ça? Bien, le fait que moi, le succès est arrivé bien lentement, je pense ne jamais avoir eu la grosse tête. Je pense que j'ai eu la grosse tête en secondaire 2. Parce que je faisais des shows, là, puis le monde riait, là, puis je sortais de scène de même. Tu sais, je me trouvais trop hot un peu. Puis, mais... L'animateur du lip sync. Ouais, c'est ça. C'est ça. Cindy Lauper. Fait que j'ai jamais, ça a jamais décollé d'un coup. Fait que j'ai pas eu à manager un ego là, tout d'un coup là, trop de succès d'une shot là, ça m'est jamais arrivé. Fait que, mais moi j'ai eu mon fils à l'époque où je commençais à peine à avoir du succès. Puis quand tu fais un show puis tu changes des couches là, tout de suite après, ça ramène sur terre. La vie te ramène sur terre. Ma famille aussi. Moi, ma famille me suit, mais j'ai pas des fans. Tu sais, ma famille, c'est pas des fans. Quand il y a des parties de famille, je suis pas le centre de l'attention puis des conversations. Fait que ça ramène sur terre. Puis, dans le sens que tu retombes un père normal. Tu redeviens un père qui change des couches, puis tu te lèves la nuit, puis tu as les yeux pochés, puis tu as les mains d'une couche pleine, puis là, ton enfant te pisse dessus parce que là, il a frette. Puis, tu sais, fait que pour vrai, ça ramène sur terre. Puis je pense que j'ai toujours été très soucieux de ça. J'ai toujours pensé beaucoup. Puis tu le vois d'autres personnes, tu vois du monde, mettons, qui ont l'air, en tout cas, des fois, c'est une impression qu'on a, mais tu sais, t'en vois des fois des gens qui, OK, lui, je pense que il pourrait redescendre un peu sur terre. Fait que là, tu dis, oh, moi, je suis de même. Là, tu te remets en question. Moi, je m'étais fait raconter. Moi, j'avais remarqué qu'un humoriste que je nommerais pas allait te parler si tu étais la personne la plus haute dans la pièce. Puis quand quelqu'un de plus haute rentrait dans la pièce, ben là, c'était lui qui parlait, tu sais. Puis je te disais, ah, c'est vrai qu'il fait ça. Puis c'est donc ben poche, ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, il y en a plein qui font ça, là. Puis là, j'ai fait, tabarouette. Puis là, j'ai pas osé demander, moi, je fais ça. J'espère que je fais pas ça. Mais t'es parti en plan. Mais moi, dans ma tête, ça c'est venu me chercher. J'ai fait, OK, c'est important d'avoir ça dans la tête. Tu sais, c'est parce que si tu es dans un party, puis là, il y a, mettons, Stéphane Rousseau. Puis là, je vais parler avec Stéphane Rousseau. Tu sais, je le connais, on s'aime, on s'apprécie. Puis là, si, mettons, Louis-José Hood rentre, il n'y a plus de Stéphane Rousseau, je vais parler avec Louis-José Hood parce qu'il est plus hot. Tu sais, puis, ça a l'air niaiseux de même, mais il y a des gens qui font ça. Puis tu constates ça, puis j'espérais ne pas faire ça. Je suis bien conscient de ça, l'ego. Fait que j'y pense tout le temps. Puis j'ai jamais considéré mon succès phénoménal non plus. J'ai plus tendance à diminuer ça, moi. Okay. Ce qui est niaiseux un peu, parce que, tu sais, mettons, genre, je gagne des Oliviers pour mon show Tout est relatif. Mais je gagne meilleur texte et spectacle de l'année. Puis ma réaction après, c'est que j'étais content, là, pour vrai. Mais dans ma tête, c'était, mais tu sais, regarde, Lise Dion n'était pas en nomination, puis Louis-José Hood non plus. Puis, on partira pas en peur, là, tu sais, j'ai gagné, mais il n'y avait pas de Martin Matt, il n'y avait pas de Jean-Michel Anctil, tu sais. J'ai cette tendance-là, moi, à diminuer mes succès. Comme pour me ramener sur terre, je trouve que c'est poche de faire ça parce que des fois, tu as le droit d'être content, tu as le droit d'être fier de toi, mais moi, pas que je ne suis pas fier de moi, mais on dirait que la peur de m'enfler la tête fait que je diminue mes succès. C'est bizarre. Ouais, mais c'est un peu triste, même, je te dirais. Non, c'est pas que c'est triste, mais c'est juste, ça peut-tu... C'est-tu parce que quand tu étais jeune, tes parents, tu pouvais quasiment pas... Y a-tu un lien? Hey, là, j'ai l'air d'un psychologue nul à chier, là. Avec tout ce que tu me dis, c'est-tu peut-être l'enfance? C'est comme, tout un lien avec l'enfance. C'est parce que t'es à côté d'un psy, là. C'est pour ça que... Ouais, non, mais c'est parce que tu te juges. Tu parles, puis tu te juges. Ben, tu vois, c'était juste un exemple. Je voulais me rabaisser. Non, mais dans le sens, ça se peut-tu... Je sais pas ce que je voulais dire. Moi, je pense que beaucoup de choses sont reliées à l'enfance. Je sais pas dans quelle mesure ça viendrait de l'enfance, mais ça se peut, oui. Ben, que tu étais très encadré, puis tu pouvais quasiment pas... Tu disais jamais non à tes parents. Fait que c'était tout le temps de... Est-ce qu'eux autres te rabaissaient aussi des fois un peu quand
Tu dérogeais un peu? Ou... Quand j'ai dit que j'ai eu la grosse tête en secondaire 2, ouais. je me rappelle d'avoir quitté la scène après un monologue où c'était un monologue qui finissait sur quelque chose d'assez touchant. Mais le monde avait tellement applaudi que c'est là que j'étais revenu sur scène demain. Puis au moment où il y avait eu la pièce, c'était fini, où c'était-tu l'entracte? J'avais pogné le micro, puis j'avais fait une joke au micro pour dire au monde, vous avez le temps d'aller sniffer une ligne dans les toilettes pendant l'entracte. C'est une affaire de même. Puis le monde avait ri, puis tout ça, mais c'était une pièce de théâtre. Tu sais, tu comprends-tu? Puis la metteur en scène était venue me voir, puis elle avait dit, ça, là, des jokes de même, là, ça se fait pas. Tu sais, tu fais pas ça. Puis là, elle m'avait ramassé, puis j'ai fait, si elle a raison, c'est vrai. Pourquoi j'ai fait ça? Puis je me suis trouvé tellement cave. Puis j'ai fait, ah, mon Dieu, mais je suis donc bien fraîchier, moi. Puis je me prends pour qui? Puis je pense que peut-être ça vient peut-être de ce moment-là. Que j'ai fait, OK, non, il ne faut tellement pas avoir la grosse tête. Moi, je me suis fait ramener tout de suite. J'ai eu la grosse tête pendant 5 minutes, puis je me suis fait péter les genoux. Dans un rappel de show de théâtre en secondaire 2. Ouais, oh, OK. Ouais. Mais c'est un show de théâtre à sketch. Donc, tu sais, on dirait que ça se pouvait une joke, mais c'était pas dans le texte. Puis c'était. En plus, c'était une vieille joke des cyniques, je pense, qui avait fait un gag. Vous avez le temps d'un court entracte, le temps d'aller sniffer une ligne aux toilettes. Toi, en affaire de même. Wow. Fait que ça a arrêté là. Hein? Ouais. Mais l'ego, il faut manager ça. On envoie des égos. Moi, j'ai fait un show à Juste pour rire, puis tu avais. Comment ça? Je peux pas faire du name dropping, mais tu sais, une vedette, là, une chanteuse vedette. Puis tu t'entends parler qu'il y a un mémo qui circule, là, attention, faut pas y parler, faut pas la regarder dans les yeux, puis faut pas ci, puis faut pas ça. Ouais. Puis c'est facile d'avoir un ego parce que le jour où tu dis, moi, je veux pas parler au monde parce que je suis concentré, puis là, il y a une équipe qui va voir le monde et qui dit, tu y parles pas, tu y parles pas, tu y parles pas. Tu t'habitues à ça, tu sais. Puis plus tu t'habitues à des privilèges, plus tu t'attends à ce que ça arrive. Puis je te donne un exemple bien niaiseux, mais à un moment donné, moi, j'animais des galas, puis l'après-midi, on travaille, puis tu sais, à un moment donné, je fais juste dire, hey, moi, j'ai faim. Je mangerais, il faudrait bien manger, hein? Quelqu'un qui pogne son walkie-talkie, qui dit, oui, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? OK, attends. Oui, Chantal, peux-tu aller chercher, tu peux te manger des sushis? Oui, tu veux des sushis? Peux-tu aller chercher des sushis pour Laurent Paquin? Viens nous porter ça, on est dans la salle au Saint-Denis. OK, parfait. Puis pour moi, c'était comme juste normal. Il y a quelqu'un qui fait ça. OK, c'est super. Merci beaucoup. Puis l'année d'après aussi, puis à un moment donné, il y a eu des coupures de budget. Puis à un moment donné, il y avait moins de monde qui travaillait sur les galas parce qu'il y avait moins de budget. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je mangerais, faudrait bien manger, hein? Oui. Puis ça s'arrête là. Puis là, tu fais. Ben, sushi, il s'en vient-tu? Y a-tu quelqu'un qui. Pourquoi tu parles pas dans ton épaule, là? Parle dans ton épaule. Oui, non, mais tu sais, parce qu'il y a toujours le petit micro accroché ici, là, qui parle. Fait que puis là, tu réalises que j'avais un privilège là. C'est un bon exemple. Puis là, je me suis habitué à ça. Puis à chaque année, c'était ça. Puis à un moment donné, il n'y a plus ça. Puis là, tu fais, comment ça fait que j'ai plus ça? Comment ça, c'est. Tu sais, quand tu t'habitues à ce que le monde tasse les meubles en avant de toi, quand tu avances, tu t'oublies à un moment donné que si quelqu'un ne tasse pas le meuble, tu vas te péter le genou, puis tu vas te dire, qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite table-là? Pourquoi il y a ça? Qui n'a pas tassé la table devant moi? Tu sais, c'est facile pas de s'enfler à la tête, mais à un moment donné, d'être déconnecté. Tu sais, si quelqu'un dit, moi, je veux des M&M rouges seulement dans ma loge, tu sais, c'est un caprice de weirdo, mais le gars, il se le fait donner, tu sais, c'est sûr. C'était le Steven Tyler de Aerosmith qui dit, moi, je veux que des M&M rouges dans ma loge, puis je veux de l'eau Perrier, puis je veux qu'elle soit à tant de degrés, mettons, je dis n'importe quoi, mais puis s'il l'obtient, c'est sûr qu'il l'obtient, il n'y a personne qui veut, tu sais, fait que le gars, après ça, lui, il pense que c'est juste normal, tu sais. Quelqu'un, il dit, tu veux de l'eau, tant de degrés, regarde, il y a le robinet est là, va te servir, man. Il voit pas la personne en arrière qui sac pendant 1 heure en enlevant les M&M rouges du tabarnak. Tu sais, lui, dans sa tête, je suis heureuse de faire ça. Ben, c'est comme un enfant qui s'assoit à table puis que son plat est déjà prêt, qui jette son linge à terre, puis le lendemain, il est dans son tiroir bien plié. Tu sais, il voit rien derrière ça. Ouais. Il voit pas au-delà de ça. Fait que j'ai l'impression que des fois, un artiste peut en arriver à ça. Il ne voit pas tout ce qui se fait. Tu peux prendre des choses pour acquis. Fait que moi, c'est ça, c'est le défi que je me donne. Mais moi, j'ai un gérant qui m'a appris assez tôt. C'est pas le gérant que j'ai actuellement, mais c'est un autre gérant que j'ai eu. Il m'avait appris, il dit, quand tu quittes une place où tu as fait un show, là, tu vas remercier tout le monde qui a travaillé sur le show, tous les techniciens. Le gars qui te fait ton son, là, tu quittes pas sans lui dire merci. Puis ça m'a beaucoup influencé. Ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience que tout le monde travaille.
Tout le monde est là. Tout le monde mérite de se faire dire merci. Toi, tu sors de scène puis il y a 800 personnes qui t'applaudissent. Là, c'est un Christy de gros merci. Là. Fait que le technicien, lui, il n'est pas applaudi. Lui, tu lui dis merci. Puis je le fais tout le temps. Puis avant de quitter la salle, les gars qui démontent le décor, avant d'aller dans mon char, je retourne sur scène, puis je dis salut à tout le monde, puis je dis merci beaucoup, puis à la prochaine. Puis ça aide, je trouve, de rester connecté. Mais tu as comme vraiment la conscience des autres, puis le respect, ça semble être assez important là, pour toi. Oui. Puis il m'arrive de temps en temps de demander, tu sais, avec toute la chenoute qu'il y a eu, avec le MeToo, avec le scandale, avec Gilbert Rozon, puis tout ça. Puis, tu sais, quand tu apprends, mettons, toutes les agressions, puis toutes les affaires, puis à un moment donné, tu te remets à penser dans ta tête, à rebours. J'ai-tu toujours été correct? J'ai-tu fait des jokes déplacés? J'ai-tu déjà cruisé une fille de façon déplaisante? Tu sais, ça m'est-tu arrivé? Là, tu repenses à tout ça. Puis, des fois, il m'est arrivé de dire à une fille, j'ai-tu toujours été correct avec toi? Puis, en général, ils m'ont tous dit oui, là, tu sais, mais des fois, tu y repenses, juste au cas où, tu sais. Ça me rassure que tu me dises ça, mais ouais, des fois, c'est le fun de juste demander. Des petites prises de conscience. Ouais. Ben, c'est parce que la ligne elle peut être bien mince entre le respect et l'ego, justement, dans le show business, c'est parce que c'est tellement puissant. À un moment donné, il y a une couple d'années, je faisais, moi aussi, je vais faire du name dropping, si ça ne te dérange pas. Je donnais la réplique à Channing Tatum pendant qu'il était en tournage ici à Montréal. Puis, lui, super bon gars, super friendly, tout ça. Mais tous ceux qui étaient sur le set ou qui travaillaient, on recevait une lettre sur comment se comporter en dedans de 20 mètres de Jamie Foxx. Ah, ouais, OK. C'est recto verso, là. Tu ne regardes pas dans les yeux. Ouais. Si tu marches dans un couloir face à face, le couloir, s'il n'y a pas plus de 3 mètres dans le couloir, il faut que tu rebrousses chemin. Non, ça niaise pas, là. Lui, il ne touche pas à ses souliers, là. Il n'attache pas ses souliers, là. Attends un peu, lui, il fait ça, puis il y a 4 personnes qui arrivent pour échanger ses souliers, là. Mais lâche les devis, puis achète-y des pilules, tu sais, je veux dire, le gars va pas, là. Non, mais ça parle quand même des humains. Les humains, là, c'est dur absorber autant d'attention puis autant de succès. C'est vraiment, ça a l'air comme, c'est des épais. Un petit peu, là, c'est des conditions de fou. Ben, les gens qui jugent ça, moi, je pense qu'il y en a plein là-dedans qui feraient la même chose dans la même situation. Fait que, tu sais, on juge ça, on dit quel hostie de malade, pour qui se prend ce trou de cul-là, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens que s'ils étaient dans la même situation, ils feraient la même chose. Ouais. L'occasion fait le larron, comme dirait l'autre. Mais ce que tu viens de dire, c'est intéressant que l'humain n'est pas fait pour recevoir autant d'attention. Ouais. Mais pourtant, il y en a qui restent aussi cool. Exact. Mais tu sais, sur le même plateau, tu vas avoir un tel qui va te faire des jokes, qui va jaser avec les techniciens, puis tu as l'autre qui va être dans sa loge, puis qui dit il y a juste une personne qui a le droit de m'adresser la parole sur tout le plateau. Tu sais. Mais tu penses que ça revient au bonjour de tantôt? Tu sais que des fois, tu es dans l'anxiété de « Oh mon Dieu, là, je ne sais pas quoi dire. » Tu commences par un bonjour, puis après ça, de répondre aux gens. Peut-être qu'il y a des gens ils se mettent on, puis sont toujours en représentation. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est plus le fun, ça, pareil. Oui, quelqu'un qui est dans son jeu, ouais. Tu sais, fait un effort. On parle des fois des techniciens qui montent des stages ou qui reçoivent des vedettes puis qui disent un tel, il est super fin, il est cool avec tout le monde. Puis des fois, c'est un Paul McCartney. Puis des fois, c'est un petit chanteur à peine connu qui est désagréable puis qui est bête avec tout le monde. Puis des fois, c'est drôle, c'est les plus grands qui ont les égos les moins grands. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Hey, c'est fini, hein? Ben oui, je déjà? Je me fais faire des signes, là. C'est ça fait déjà 60 minutes. On ne peut pas défoncer, hein? On ne peut pas défoncer, je pense, malheureusement. Écoute, c'est le plus loin que ça doit aller pour cet épisode, du moins. Merci. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci aux gens d'être venus. Oui, merci beaucoup. Applaudissez-vous. Merci. Merci infiniment, Laurent, d'être venu. Ouais. C'est super le fun. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste te remercier. On n'a pas beaucoup parlé d'humilité, en fait, dans le podcast, dans Répète pas ça en général. Fait que d'en parler ici, c'est un thème nouveau. C'est le fun. Puis vraiment, je trouve ça le fun que tu aies parlé comme ça. Puis je pense que ça a donné un très bon show. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'humilité, c'est un signe de faiblesse, mais moi, je ne crois pas à ça. Non, quelqu'un avait déjà dit les personnes humbles ont raison de l'être. Mais je trouvais que c'était très prétentieux de dire ça. C'est tellement...
Je pense qu'en même temps, on pourrait remercier ceux qui font que le spectacle est possible. À la technique de son puis à l'éclairage. Vraiment, après ce qu'on vient de dire, ça serait mal En plus, tantôt, il a dit, Colin, on a oublié le premier. Il y a Catherine, Dominique et Renaud. Merci infiniment à la caméra. Alex Desjardins. Merci à Julien aussi, à la deuxième caméra. Et à tout. Toi, c'est quoi ton nom? Audrey. Je le ferai pas pour tout le monde, mais merci infiniment d'avoir été là. Laurent Paquet, encore une fois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Merci. Guillaume Dulude. Merci beaucoup. Chuck le Dick Thompson. Merci. Et ça, répète pas ça. Merci, oui. Et répète pas ça, mon chum. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci encore.